Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Je vous ai donné rendez-vous ici, à la Maison de la Radio, pour écouter votre panthéon personnel. Alors ma première question, elle est toute simple, elle est rituelle dans cette émission. Quelle est la personnalité qui, selon vous, a nourri votre panthéon personnel? Alors la première personnalité, c'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc parce qu'elle incarne pour, je pense, toutes les femmes, le courage au féminin, et elle incarne aussi voilà, l'héroïne par excellence. Et la défense de la France? Évidemment la défense de la France, mais plus que ça, elle a convaincu des hommes de faire des choses incroyables, et puis elle a donné sa vie. La dimension mystique, elle compte aussi pour vous, chez Jeanne d'Arc? Ce côté, j'ai été appelée pour servir, ça me parle. Comment vous avez rencontré Jeanne d'Arc dans votre vie? C'est quoi? C'est à l'école? C'est quelqu'un Bien sûr, c'est à l'école. Mais vous savez, quand j'étais petite à l'école, on n'avait pas beaucoup de femmes en figure d'identification, hein, parce que, à part les femmes des rois, les maîtresses des rois, c'était pas très glorieux. Donc, une femme qui se lève et qui dit moi, je vais sauver mon pays, oui, ça me parle. Alors, il y a qui d'autre? Parce que Jeanne d'Arc, ok, c'est une grande figure de l'histoire de France, qui est cité par aucun autre candidat dans leur panthéon, mais que vous avez cité vous, mais qu'on peut imaginer être cité par pas mal de monde. Il y a qui d'autre? Par exemple, je sais pas, des écrivains, des artistes? Alors, sur les hommes, toujours les hommes politiques et les grands hommes politiques, bon, il y a Henri IV. Ah oui. Henri IV, parce que, d'abord parce que c'est le bon vivant, c'est le français, et puis c'est celui qui a réconcilié. Ouais. Il a réconcilié les protestants, il a réconcilié les catholiques, c'est l'homme de la réconciliation, et puis c'est le panache. Moi j'aime cette idée de panache, j'aime Cyrano, j'aime les mousquetaires, voilà, la France c'est le panache, donc c'est Henri IV. Ensuite, dans les hommes politiques, il y a Clémenceau, le tigre. Le tigre parce qu'il a tenu, c'est l'homme qui tient, c'est l'homme qui ne renonce jamais. Et puis là aussi, c'est un homme un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Il est radical, donc il est anticlérical, mais il naît dans le même village que le maréchal de Latte de Tassigny, en Vendée. Donc voilà. Clémenceau, il me plaît, le tigre. Et puis c'est l'ordre, les brigades du tigre. Donc Clémenceau, ça me plaît aussi. De Gaulle. Évidemment. De Gaulle, évidemment. De Gaulle qui remet la France sur pied. De Gaulle qui est à la fois le grand réformateur, hein, parce qu'il va falloir des réformes. Le grand décolonisateur qui voit avant tout le monde qu'il va falloir décoloniser. Et puis, celui qui donne un pouvoir fort. Parce qu'il nous faut un pouvoir fort en France. On est un peuple qui a besoin aussi de force. Tiens, petite question. Vous êtes devenu gaulliste à quel âge? Ah, ben moi, très jeune, parce que j'étais dans une famille, alors là c'est mon panthéon personnel. Moi, mon grand-père était résistant avec ma grand-mère, il cachait des parachutistes anglais dans la chambre de ma maman quand elle était petite, à côté de son berceau. Donc ils étaient dans un réseau de médecins qui s'appelait le réseau Comète, j'avais 20 ans. Donc oui, la résistance, ça fait partie vraiment de mon panthéon personnel. Et puis dans mon panthéon très très intime, il y a une dame qui s'appelle Marguerite Léna, qui était ma professeure de philo. Et quand j'ai eu 18 ans et que j'ai commencé à dire je vais aller faire des écoles de commerce pour être libre, pour pas que voilà, pour gagner ma liberté, mon autonomie, elle m'a dit Valérie, ça marchera pas. Vous allez chercher plus de sens à votre vie et un jour vous trouverez plus de sens à votre vie. Donc Marguerite Léna, j'y pense à chaque fois que je fais de la politique, parce qu'un jour elle m'a dit vous devrez aller servir votre pays et un jour vous serez à l'œuvre. Mais vous ne l'avez pas écouté tout de suite, parce que vous avez d'abord fait une école de commerce. Mais d'abord je voulais ma liberté. Vous savez, moi je suis une femme libre, j'avais pas d'héritage, mon père était prof, donc je voulais être libre, je voulais pouvoir avoir tous les choix qui s'ouvraient à moi. Et une fois que les choix se sont ouverts, je suis reparti vers le service public et ensuite vers la politique. Il y a des personnalités que vous n'avez pas citées. Quand vous avez fait votre panthéon politique, vous n'avez pas parlé de Jacques Chirac, par exemple. Moi, je m'attendais à Jacques Chirac. Ah bah, Jacques Chirac, c'est mon mentor, mon père, c'est celui qui est venu me chercher, qui m'a donné ma chance et qui a semé la graine de la politique. Parce qu'au départ... Comment ça s'est passé? Eh ben, il m'a dit, mais vous n'avez pas envie de faire de la politique? Et alors j'ai dit, moi, de la politique? Il m'a dit, il faut aller se faire élire, vous avez le tempérament, il faut y aller, il faut le faire. Donc Jacques Chirac, Simone Veil. Simone Veil qui, avec Antoine Veil, repérait les jeunes talents et m'a repéré et m'a dit... Quoi, des jeunes militants? Non, les jeunes députés. Les jeunes députés. Ah d'accord. Quand j'ai été élu député, j'étais déjà élu député. Les jeunes députés, elle a repéré. Et elle avait repéré moi, elle avait repéré Nathalie Kosciusko-Morizet, Manuel Valls, les jeunes de l'époque. Et elle nous avait dit, vous, on va se parler et on va parler Europe.
on va parler liberté publique, on va se parler droite et gauche ensemble pour pouvoir échanger. Et puis, ils m'ont donné plein de conseils, parce que faire de la politique et en même temps garder sa famille, c'est pas simple. Elle a réussi, et moi aussi j'ai réussi. C'est une de mes grandes fiertés, donc Simone Veil aussi. Puis dans mon panthéon personnel, il y a une dame, une femme, qui m'a beaucoup touchée, beaucoup émue, et qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. C'est Elina Dumont. Et je voudrais en parler, parce que Elina Dumont, c'est une femme qui a été à la rue, qui est une ancienne de la DAS, et qui un jour m'a secouée sur un plateau télé. Elle m'a dit moi je voudrais vous parler des femmes à la rue. C'est les invisibles, celles dont personne ne parle, et je voudrais venir à la région faire quelque chose pour elles. Et c'est avec elle qu'on a fait les maisons solidaires pour les femmes, c'est avec elle qu'on a fait les kits d'hygiène pour les femmes à la rue, c'est avec elle qu'on s'est occupé de ce sujet dont personne ne parlait. Et voilà, je veux la mettre dans mon panthéon. Et je connais aussi votre amour du cinéma. Ah ah. Et j'imagine qu'il y a des réalisateurs, des scénaristes, peut-être des comédiens qui peuplent ce panthéon intime de Valérie Pécresse, non? Alors, ouais, j'ai un Je sens que votre visage s'est illuminé quand j'ai dit le mot cinéma. Ah ben, cinéma, moi je suis cinévore. Non, mais il y a un film un peu mythique. C'est Le Président d'Henri Verneuil avec Jean Gabin, où on voit ce président qui lutte contre la corruption et qui est en fin de vie. Et ça, c'est à l'ancienne, le président. Mais j'aime aussi beaucoup rire. Donc, je pourrais vous citer aussi Le Père Noël est une ordure. Parce que dans cette campagne, il y a beaucoup de candidats qui se prennent pour le Père Noël. Croyez pas les Pères Noël. Les Pères Noël sont des ordures. Il y a beaucoup d'ordures. Et aussi. Donc ne croyez pas les candidats Père Noël, croyez la candidate sérieuse, celle qui finance toutes les promesses et qui va les tenir. Alors, pas de film. Alors, on va essayer de sortir du film politique ou du sens politique. Est-ce qu'il y a des films vraiment qui vous ont ému et qui vous habitent encore aujourd'hui, que vous avez vu une fois et que vous avez peut-être revu 1000 fois, des films qui vous regardent autant que vous les regardez vous? Le film qui m'a le plus bouleversé, c'est Momie de Xavier Dolan. Momie de Xavier Dolan parce que c'est l'histoire d'une mère qui a un fils hyperactif. Ouais. Et il se trouve que moi aussi, j'ai un fils qui est hyperactif et j'en ai jamais parlé. Mais mon fils, on s'en est beaucoup occupé, ça s'est très bien passé, tout va bien. Donc, mais dans Momie de Xavier Dolan, c'est l'histoire d'un amour maternel qui tourne mal. Et c'est le film, je pense, qui m'a le plus touché, le plus ému. De tous les films que vous ayez vus? Sans doute de tous les films que j'ai vus, parce que ça m'a raconté une histoire qui m'a touchée personnellement. Alors il y a beaucoup d'autres films qui m'ont beaucoup ému, mais que ce soit des films sur la Shoah de Claude Lanzmann, que ce soit des films italiens. Il y a beaucoup de films qui m'ont ému, mais Momie, celui-là en particulier. Celui-là, il a touché quelque chose de personnel en moi. Alors, sur le handicap. C'est un handicap, l'hyperactivité? Dans le film, c'est une hyperactivité qui est poussée jusqu'à la folie, en fait. Restons un peu dans l'intime, si ça vous dérange pas quelques instants. Vous avez cité vos grands-parents tout à l'heure. Très souvent, les candidats me parlent effectivement de leurs grands-parents plutôt que de leurs parents. Dans l'importance, dans le panthéon personnel, dans les gens qui leur ont impulsé des valeurs, des choses. Est-ce que c'est aussi votre cas? C'est-à-dire qu'en fait, mon grand-père était psychiatre. Il était médecin de l'âme. Et moi, j'avais envie d'être psychiatre quand j'étais jeune, parce que ma mère était son assistante. Donc, après l'école, j'allais chez lui. Mais j'ai un père qui a une personnalité extrêmement forte aussi, qui est professeur. Et donc, comme tous les enfants, à un moment donné, faut tuer le père. Donc, lui voulait que je sois enseignante, lui voulait que je fasse comme lui. Et à un moment, j'ai dit, non, moi, je vais tracer ma voie toute seule. Mais j'adore mon père. On est une famille très méditerranéenne, très fusionnelle. Donc, n'essayez pas de mettre des bisbilles entre nous. Pas du dans tout. La famille, on s'aime tous. Et on est extrêmement, extrêmement proches tous. J'essayais plutôt de voir qui vous avez davantage ouvert des portes, des voies. Je pensais plutôt en termes de vocation, de vision. Mais vraiment, le fait d'avoir un grand-père qui soignait les souffrances, et les souffrances psychologiques, qui s'est battu pour faire reconnaître la dépression, le burn-out, comme une vraie maladie, à une époque où on disait « prends sur toi, va travailler ». Je pense que ça m'a appris beaucoup de choses sur la vulnérabilité et la fragilité. Et vous voyez, ces sujets, c'est des sujets auxquels on ne m'associe pas forcément, mais c'est des sujets qui sont très présents dans ma vie. Je retourne le sujet. Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à des panthéons d'autres personnes?
Qui pourrait citer Valérie Pécresse. Est-ce que vous avez ce côté-là un petit peu aussi? Oui, oui, je reçois beaucoup de messages de femmes qui me disent « Vous nous donnez confiance parce que vous êtes une mère de famille, vous avez 3 enfants, vous avez réussi à les élever, faire de la politique en même temps. Donc on se dit, nous aussi on peut faire de la politique. Et c'est pas si simple pour les femmes de faire de la politique. Alors en même temps, j'ai des femmes qui me disent, oh là là, vous en prenez tellement plein la figure, on vous attaque tellement de tous les côtés, sur votre physique, sur vous-même, sur vos enfants, etc., que, oh là là, plus jamais ça, plus jamais la politique. Donc moi ce que je veux, c'est que les femmes y croient. Et dans toute ma vie, j'ai essayé de faire monter les femmes, de les repérer, de les encourager, de les promouvoir. Mais c'est vrai que la politique, c'est dur. Parce qu'on prend tellement de coups qu'il y a beaucoup de femmes qui se disent « je préfère être numéro 2 ». Et moi, je ne veux pas de femme numéro 2. Je veux des femmes numéro 1. Merci. Merci Valérie Pécresse pour ce panthéon personnel. Merci beaucoup. Merci à vous.